On est en 1975. La France prend de plein fouet le premier choc pétrolier. C'est l'angoisse totale sur l'énergie. On cherche des solutions par tous les moyens. Ouais, un climat de tension extrême, quoi. Exactement. Et c'est dans cette ambiance hyper tendue que deux mecs, de soi-disant inventeurs, débarquent chez Elf Aquitaine, donc le géant pétrolier français de l'époque. Et là, leur promesse, c'est de la pure science-fiction. Ah oui, l'histoire des fameux avions, c'est dingue cette affaire. Mais grave, ils affirment avoir une technologie révolutionnaire. En gros, des avions équipés d'écrans qui pourraient carrément renifler les gisements de pétrole depuis le ciel. Juste en survolant les zones, c'est ça. C'est ça. Du coup, des vols d'essai sont organisés et le miracle opère. En plein vol, les écrans s'illuminent, ils tracent les contours des nappes souterraines. Les dirigeants d'Elf n'en reviennent pas. Ils signent direct. Sans vraiment vérifier plus loin, évidemment. Mais oui, des milliards de francs de l'époque sont engloutis en secret. Même le Premier ministre, le Président de la République, tout le sommet de l'État est dans le coup pour cette arme secrète. Et c'est là que c'est fou, le problème, c'est que c'était une escroquerie, mais d'une simplicité ridicule. Ah mais quand on regarde les détails aujourd'hui, c'est presque comique. Les images sur les écrans étaient juste préenregistrées. Un des inventeurs déclenchait la vidéo discrètement avec une petite télécommande infrarouge depuis son siège. C'est fou de se dire qu'une boîte aussi énorme a pu tomber dans un panneau pareil. La supercherie est tellement grossière. Totalement. Et on a trop envie de se dire, bon, c'était les années 70, c'est une anomalie de l'histoire. Sauf que pas du tout. Si on fait un saut de 30 ans, en 2006, aux États-Unis, L'affaire Terra Alliance. exactement, une start-up qui promet, encore une fois, de cartographier et trouver du pétrole depuis des avions. Le fondateur vient de la NASA, il a zéro expérience dans le pétrole, mais les investisseurs se bousculent. Et c'est pas des petits joueurs, hein. Non, c'est Goldman Sachs, Klein Perkins, la crème de la finance qui signe des chèques à l'aveugle. Résultat, un demi-milliard de dollars partis en fumée. Pas une goutte de pétrole extraite. Et c'est là que ça devient super intéressant. Cette répétition, à des décennies d'écart, c'est exactement le cœur de notre plongée d'aujourd'hui, qui s'inspire des recherches passionnantes d'Olivier Sibony. Ouais, parce que la vraie question, c'est pas de savoir comment des escrocs montent leurs coups. Non, la vraie question, c'est d'expliquer pourquoi des décideurs, brillants, surdiplômés, qui ont des armées d'analystes, finissent par valider des trucs qui défient le bon sens le plus total. L'idée, c'est pas de les traiter d'incompétents. C'est clair, ce serait trop facile. Voilà, c'est plutôt de démonter la mécanique, de comprendre quelles sont les failles de notre jugement face à l'incertitude. Et ça, pour quiconque nous écoute et qui doit prendre des décisions importantes, que ce soit pour une entreprise, une équipe ou même un investissement perso, c'est fascinant. Parce que regarder ces naufrages, c'est un peu comme regarder un magicien pro se faire avoir par un vulgaire tour de bonneteau dans la rue, tu vois. C'est une super métaphore. On se dit comment ils ont fait pour ne pas voir l'évidence. Du coup, c'est quoi le mécanisme dans le cerveau qui bloque tout ça? En fait, le truc central, c'est que face à la complexité, notre cerveau cherche pas du tout la vérité objective ou les chiffres froids. Il cherche la cohérence. Il est littéralement programmé pour adorer le storytelling. Le pouvoir d'une bonne histoire, quoi. Exactement. Quand l'histoire est belle, et surtout quand elle confirme ce qu'on a désespérément envie de croire, le biais de confirmation s'active mais à un niveau massif. Ah ouais. Chez Elf, ils voulaient tellement sauver la France de la crise pétrolière. C'est ça. Et pour Terra Alliance, les investisseurs voulaient à tout prix croire au mythe du génie de la Silicon Valley qui va disrupter une vieille industrie. Dès que ce récit est en place, le cerveau filtre tout. Il amplifie ce qui valide l'histoire et il devient complètement aveugle au drapeau rouge. Même s'ils sont gros comme une maison. Mais attends, cette envie d'une belle histoire, ça devrait quand même pas effacer les réalités financières. Comment un grand patron peut ignorer des chiffres catastrophiques juste pour garder son récit? Alors, pour comprendre ça, le cas de J.C. Penney et de son PDG Ron Johnson est hyper parlant. C'est même tragique. En 2011, J.C. Penney, c'est une chaîne de magasins américaine qui perd de la vitesse. Une institution, mais un peu vieillissante. Voilà. Le conseil d'administration cherche un sauveur absolu et recrute Ron Johnson. Et le mec, c'est pas n'importe qui. C'est l'homme derrière l'immense succès des Apple Store avec Steve Jobs. Ah oui, le CV ultime. Totalement. Et là, un phénomène cognitif redoutable s'installe, l'effet de halo. En gros, c'est quand on attribue des qualités universelles à quelqu'un juste parce qu'il a réussi un truc spécifique. Le conseil s'est dit, s'il a réussi chez Apple, sa vision est infaillible partout. Du coup, plus personne n'ose le remettre en question. On lui donne les clés du camion et carte blanche.
Exactement. C'est le biais du champion. Ron Johnson arrive et il applique brutalement la recette Apple chez JCPenney. Il supprime toutes les promos, les bons de réduction, il met des prix fixes. Parce que chez Apple, on fait jamais de solde. C'est ça. Il transforme les magasins en mini-boutiques chics et il vire ceux qui posent des questions. Mais le pire, le sommet absolu du biais de confirmation, c'est qu'il refuse de tester quoi que ce soit. Sérieux? Même pas sur un ou deux magasins? Non. Quand on lui propose, il répond un truc du genre «Chez Apple, on testait jamais rien». Le résultat était instantané. Les clients de JCPenney, eux, ils venaient exprès pour le frisson des bons de réduction. Bah oui, c'est l'ADN de la marque. Et donc, ils ont fui. L'entreprise a perdu un quart de ses revenus, genre $1 milliard en une seule année. La belle histoire du Génitech a totalement écrasé la réalité du terrain. C'est dingue. Mais tu sais, ça soulève un énorme paradoxe. Parce que d'un côté, on voit que faire une confiance aveugle à son instinct, ça mène à des catastrophes à 1 milliard. Mais de l'autre, tout le monde de l'entreprise vénère le leader qui suit son intuition, tu vois, le visionnaire audacieux. Ah, mais c'est le grand mythe du management, hein. C'est ce que les chercheurs Daniel Kahneman et Gary Klein ont décortiqué. Et ils ont réglé la question de manière très claire. L'intuition, ça marche, oui, mais uniquement dans des environnements très spécifiques. C'est-à-dire? Il faut un environnement régulier avec des règles stables et surtout un retour d'information immédiat. Pense à un joueur d'échecs pro ou à un pompier. Ok, le pompier qui rentre dans un bâtiment en feu et qui sent que le plafond va s'effondrer. Voilà. C'est pas de la magie, c'est de la reconnaissance de motifs. Son cerveau a stocké des milliers d'heures d'expérience avec un feedback instantané. Ah, je vois la différence. Dans la stratégie d'entreprise, décider d'une fusion ou d'un nouveau business model, c'est pas du tout pareil. Pas du tout. C'est comme essayer de gagner au poker en utilisant les règles des échecs. L'environnement stratégique est chaotique, plein d'incertitudes, et surtout le feedback, tu l'as que des mois ou des années plus tard. Donc le cerveau peut pas créer de schéma fiable. L'intuition du PDG, dans ce cas, c'est juste une devinette motivée par l'ego, en gros. C'est exactement ça. Dans l'incertitude, se fier à son instinct, c'est un biais dévastateur. Ok, mais du coup, la réponse logique à ça, on la connaît. Si l'individu est biaisé, on crée un comité. On met 10 personnes brillantes autour d'une table et leurs avis vont s'équilibrer pour donner une décision rationnelle, non? Alors ça, c'est l'illusion parfaite du collectif. Croire que le groupe dilue l'erreur, c'est faux. En fait, sans une méthode très stricte, le groupe fait l'inverse. Il amplifie les biens individuels. Sérieusement? Ça empire les choses. Ouais, c'est ce qu'on appelle la pensée de groupe, le groupthink. L'exemple historique le plus frappant, c'est l'invasion de la baie des Cochons en 61 par Kennedy. Ah oui, le gros fiasco militaire. Totalement. Imagine la scène, hein. T'es dans le bureau ovale, pleine guerre froide. Autour de Kennedy, t'as les cerveaux les plus brillants du pays. Des profs de Harvard, des stratèges de génie. Et tous ensemble, ils valident un plan complètement absurde. Mais comment c'est possible? Il y avait bien quelqu'un dans la pièce qui voyait que ça n'allait pas marcher. Si, bien sûr. Arthur Schlesinger, par exemple, un conseiller historique, il avait de gros doutes, mais il n'a rien dit. Kennedy avait montré qu'il kiffait l'idée, la CIA poussait à fond. Du coup, dire non, c'était plus une analyse objective, c'était vu comme une trahison sociale. Ah ouais, la pression du groupe. Le mec voulait pas casser l'ambiance. C'est ça. Il a avoué plus tard qu'il avait ressenti une pression dingue pour pas briser le consensus. C'est vraiment l'effet boule de neige en réunion. Tu sais, le patron dit que c'est super, le deuxième voit un défaut, mais il arrondit les angles, le troisième se dit, bah, si les deux premiers sont d'accord, c'est moi qui dois me tromper. Exactement. Et arrivé au cinquième, le poids du truc est tellement lourd qu'il faudrait être fou pour tout arrêter. Le groupe finit par être plus bête que l'individu le plus naïf de la pièce. C'est effrayant. Et attends, il y a un autre mécanisme inconscient qui joue là-dedans, l'éthicalité limitée. L'éthicalité limitée. C'est quoi ça? C'est pas de la corruption où tu mens pour de l'argent. C'est inconscient. Notre cerveau protège notre ego et nos intérêts. Si ton bonus de fin d'année dépend du lancement d'un produit, ton cerveau va littéralement moins bien traiter les infos qui disent que le produit est nul. Ah, tu trouves des excuses rationnelles pour ignorer le risque tout en te regardant dans le miroir en mode « je suis un pro ». Exactement. C'est puissant et très dangereux. Mais du coup, là, on est face à un mur. Si mon propre cerveau me trompe avec des belles histoires et que le groupe aggrave la situation, on fait comment? Il y a un moyen de réparer notre cerveau? Alors, la réponse courte, c'est non. On ne peut pas corriger ses propres biais. C'est le concept de la tâche aveugle, le bias blind spot, Même si on connaît l'existence des biais? même en étant un expert en psychologie. Les biais sont inconscients par définition. Faire des formations sur les biais cognitifs aux dirigeants, ça ne sert quasiment à rien au moment de la décision. La solution, c'est pas de changer l'individu, c'est de changer l'environnement de la décision.
Ok, donc on passe de la psychologie à l'ingénierie du système en fait. Tout à fait. Pense à des domaines où l'erreur est fatale. La justice ou l'exploration spatiale. Aux assises, on ne se dit pas Oh, le juge est impartial par nature. On sait qu'il a des biais. Donc on impose un système, le débat contradictoire. L'accusation et la défense doivent s'affronter avec des règles strictes. Et pour la NASA, c'est pareil, on ne demande pas à l'astronaute de sentir si la fusée va bien. Voilà, il y a des checklists indépendantes, des protocoles. Ouais, mais attends, si on transpose ça dans une boîte, dès qu'on parle de checklist et de comité indépendant, ça sent la bureaucratie à plein nez. On va se taper des mois de réunion stériles, c'est la mort de l'agilité, non? C'est le risque si on confond bureaucratie et ce qu'on appelle l'architecture de la décision. Une bonne architecture, c'est pas remplir des formulaires, c'est organiser le débat, le conflit d'idées. Et ça a vraiment un impact prouvé? Ah oui, massif. L'étude de Siboni sur plus de 1000 décisions d'investissement montre que le processus, donc comment on décide, compte 6 fois plus que la qualité des analyses financières. 6 fois plus. Donc la méthode bat le tableur Excel. Largement. Un projet moyen débattu dans un super système a plus de chances de réussir qu'un projet génial, mais décidé dans une ambiance de béni oui-oui. C'est fou. Alors concrètement, comment on construit cette bonne architecture au quotidien? Ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le dialogue. Il faut casser artificiellement le consensus mou. Et la technique reine pour ça, c'est la Red Team, l'équipe rouge. Comme chez les militaires ou dans la cybersécurité. Exactement, tu mandates un groupe dont l'unique mission est de détruire le projet qu'on vient de présenter, de trouver les failles, les hypothèses Ah, fragiles. j'adore. Du coup, tu enlèves le risque social. C'est plus Michel attaque l'idée du boss, c'est juste Michel fait son job dans la Red Team. La critique devient professionnelle, pas personnelle. C'est le secret pour que ça marche. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le décentrage, sortir de son tunnel de vision. Et comment on force notre cerveau à changer de perspective? Il y a une question redoutable pour ça. Tu demandes à l'expert interne qui soutient le projet si tout cet argent venait de vos propres économies perso. Là maintenant, vous signez. Ouch! Ah ouais, le choc cognitif. Tu passes du mode je joue avec l'argent de la boîte pour ma promo au mode attends, si je perds ma maison, les risques sont beaucoup plus clairs d'un coup. C'est ça. Et dans la même veine, il y a une pratique géniale du fonds d'investissement Bessemer Trust. Sur leur site public, ils affichent leur anti-portefeuille. Un anti-portefeuille. Ouais, c'est la liste de toutes les énormes boîtes qu'ils ont refusé de financer au début. Ils expliquent pourquoi ils ont dit non à Apple, à Google, à eBay. Attends, ils publient leurs pires erreurs exprès. Ouais, c'est le musée de la honte. C'est exactement ça, mais c'est fait pour une bonne raison. L'humilité structurelle. Quand tu vas en comité d'investissement après avoir lu ça, tu te rappelles que ton jugement d'aujourd'hui peut être tout aussi faux. C'est brillant. Et le troisième pilier alors, c'est la dynamique. Ça veut dire qu'il faut un vrai droit à l'échec pour tester les choses. Pas un droit à l'échec de façade où, si le PDG dit c'est stratégique, le projet pilote est condamné à réussir. Bah oui, parce que sinon, les équipes sur le terrain vont juste truquer les chiffres pour faire plaisir au chef. Voilà. Une bonne dynamique, c'est tester des petites hypothèses et savoir tuer un projet sans détruire la carrière de ceux qui l'ont porté. Ça demande un courage managérial dingue. Dire on a eu tort doit être aussi valorisé que on a réussi. Et c'est là tout l'esprit de cette approche. Ça demande de changer comment on évalue le succès. On vit dans une culture où on ne juge que le résultat brut sans regarder le processus. On adore l'épaule le poulpe. Ah oui, le fameux poulpe de la Coupe du Monde qui choisissait la bonne boîte de nourriture pour prédire les matchs. C'est ça. Statistiquement, il a eu un taux de succès incroyable. Mais personne n'irait l'embaucher comme entraîneur de foot. Non, c'est clair, c'est juste de la chance. Sauf que dans le business, un dirigeant qui prend un pari idiot mais qui a un coup de chance grâce au marché, il fera la une des magazines économiques comme un pur génie visionnaire. Jusqu'à ce que la chance tourne. Exactement. Le vrai talent, c'est pas de deviner l'avenir, c'est de créer un processus robuste pour naviguer quand on ne sait pas. C'est vraiment une inversion totale du leadership. Le bon chef, c'est plus le héros solitaire. C'est l'architecte qui protège l'entreprise de ses propres biais. C'est super libérateur en fait. Accepter qu'on est faillible, ça permet de construire des vrais garde-fous. Complètement. C'est une démarche très saine. Et tu vois, ça m'amène à une dernière réflexion assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on voit bien que nos cerveaux sont pleins de bugs. Du coup, la grande tentation, ça va être de confier ces décisions complexes à l'intelligence artificielle. Ah oui, en se disant que la machine n'a pas d'ego. C'est ça. Sauf que, est-ce qu'on ne risque pas juste de déplacer le problème? On pourrait s'aveugler encore plus, séduit par une belle histoire mathématique qu'on ne comprend même plus. En gros, déléguer à la machine, ça pourrait devenir notre ultime tâche aveugle.
Une vraie question à garder en tête pour la suite. C'est sur cette idée qu'on termine notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.